tous, bienvenue pour notre troisième webinaire cas d'équipement. Nous sommes très heureux de vous accueillir aujourd'hui exceptionnellement en direct de Nantes. On a la chance de recevoir Jonathan et Maël Clavier. Bonjour messieurs. Bonjour. Bonjour. Voilà. On va laisser les gens arriver, on va leur laisser le temps d'arriver. Alors juste pour vous préciser, bien entendu, nous avons tous notre passe sanitaire. Voilà, c'est pour ça qu'on a enlevé nos masques. Et puis, sachant que par contre, pendant les formations que nous dispensons, que ce soit chez Atlancad ou chez Cas d'équipement, bien entendu, le masque est obligatoire, mais le passe sanitaire ne l'est pas. Voilà. Écoutez, messieurs, je vous propose de voir un petit peu notre première slide. Donc voilà, c'est-à-dire tout simplement vous présenter. C'est-à-dire que donc aujourd'hui, nous accueillons chez Cas d'équipement, on va dire Jonathan. Donc voilà. Donc Jonathan qui est BIM manager, mais pas que. Tout à fait. Donc j'assure la direction technique d'Atlancad et j'ai par le passé une expérience en bureau d'études structure pendant une quinzaine d'années où j'étais projeteur, ce qui me permet de pouvoir parler le même langage que vous. Et donc avec Jonathan, notre formateur, notre architecte, tu me disais avant des PLG, donc voilà. C'est ça, qui n'existe plus. Diplômé d'État maintenant. Ouais. Donc Maël, donc toi tu es sur Nantes du coup. Ouais, tout à fait. Donc je suis architecte sur Nantes, j'ai mon agence, petite structure, et puis à côté de ça aussi formateur Archicad pour Cas d'équipement. Ok. Merci à vous deux d'être là, ça nous fait énormément plaisir de vous recevoir. Donc l'idée de ce webinaire, c'est d'aborder un sujet extrêmement simple pour tous, je crois. C'est-à-dire comment fluidifier les échanges OpenBIM entre Archicad et Revit. Donc on a la chance du coup d'avoir un expert Revit et un expert Archicad, c'est bien ça? Ouais, tout à fait, exactement. Ok, bon super. Alors le déroulé du webinaire va être très simple. On vous propose de partir sur 45 minutes qui viennent de commencer, d'explications, de débats entre vous, entre nous, puis de partir sur 15 minutes de questions auxquelles on répondra plutôt à la fin du webinaire. Donc n'hésitez surtout pas à utiliser le chat, à poser un maximum de questions. S'il y a des choses que vous ne comprenez pas, pareil, réagissez. Nous avons Mélanie qui est sur le chat aussi, qui nous fera remonter toutes les questions. Donc voilà, et si certaines questions n'ont pas pu être abordées, faute de temps, on reviendra vers vous par la suite. Tout simplement. Donc voilà. Alors, qu'est-ce que vous nous avez prévu, messieurs ? Au sommaire, nous avons donc les problèmes fréquemment rencontrés et vous nous avez proposé 3 problématiques, le géoréférencement, les classifications et les IFC. Ok. Pourquoi juste ces problématiques-là ? Parce que ce sont des problématiques qu'on rencontre tant dans notre pratique professionnelle quotidienne, sur des échanges entre partenaires, soit entre partenaires au sein d'une équipe de maîtrise d'œuvre ou avec des acteurs extérieurs. D'accord. Et c'est aussi des remontées d'informations, de problèmes souvent rencontrés par les personnes qu'on peut croiser lors des différentes formations. Donc ça nous a paru intéressant de faire un petit focus sur ces 3 sujets-là qui sont, on va dire, la récurrence des problématiques d'échange entre logiciels, et particulièrement entre Archicad et Revit. Ok. Au-delà même de projets menés en BIM, c'est vrai que ces thématiques ressortent de manière très fréquente. Il suffit tout simplement même de regarder sur LinkedIn les articles ou des tutos, etc. C'est vraiment des notions qui sont dans le top 10 des préoccupations des utilisateurs. Ok, bon, très bien. Du coup, on va aborder tout ça. On va ensuite se concentrer sur la présentation de l'atelier Archicad Revit, donc atelier que vous animez tous les deux. On rappelle du coup que Maël, on a la chance de travailler avec toi avec Cas d'équipement, et que Jonathan, tu es chez Atlancad, donc faites 2 structures qui sont partenaires en fait, donc avec lesquelles et vous avez monté du coup ensemble cet atelier, donc on va y revenir par la suite. Ensuite, toute la partie questions-réponses pour finir ce webinaire. Donc, encore une fois, n'hésitez vraiment pas à nous poser un maximum de questions en lien avec tout ce qu'on va aborder.
Tout à fait. On y va, vous êtes prêts? Allez, on est parti. Allez. Donc voilà, le premier sujet, comme évoqué en introduction, c'est la thématique du géoréférencement. Aujourd'hui, systématiquement, enfin quasi systématiquement, ce sujet ressort. Les outils ont des approches différentes par rapport à ça. Et là, l'image que vous voyez, c'est une capture issue de l'atelier, justement. Donc, une réalisation d'un des stagiaires, en fait. Et justement, voilà. Typiquement, là, on est dans un décalage, on va dire, de la maquette structure par rapport à la maquette architecture. Et voilà, vous l'aurez compris, l'idée de l'atelier, c'est justement d'aller dans plus de précision, d'explication, de manière à ce que les gens comprennent les réglages et permettent d'éviter ce genre de situation qui amène des difficultés de communication, de collaboration entre les différents acteurs. Mais ce genre de problématique, du coup, donc vous disiez que voilà, c'était quelque chose que vous abordiez pendant l'atelier. C'est quelque chose que vous voyez souvent au-delà des formations, vraiment vous dans. Ah bah oui, tout à fait. Moi, ça peut m'arriver très régulièrement de recevoir des maquettes de partenaires, quel que soit le logiciel sur lequel ils sont, et qui ne s'intègrent pas correctement à ma maquette archi, ou à l'inverse, si j'interviens avec d'autres archis, que nos deux maquettes ne correspondent pas. Donc c'est vrai que c'est un sujet qu'on rencontre très très fréquemment. Et après, du coup, avec quelques petites astuces, quelques règles un petit peu bien établies, ça fonctionne tout seul. Dès lors qu'on se met d'accord et que chacun sait comment il doit travailler, ça marche très très bien. Ok. Oui, complètement. Donc du coup, voilà, si on regarde un petit peu l'approche qu'on peut avoir. Donc dans l'idée, en fait, Archicad va permettre le géoréférencement grâce à la position très précise du point de l'origine projet, grâce aux coordonnées GPS. Donc ça va être la base finalement. Et souvent, on a tendance à dire que ça va être l'architecte qui va géoréférencer sa maquette sur la base, bien entendu, d'un DWG fourni par un géomètre. Et du coup, l'architecte va référencer sa maquette qu'il va ensuite transmettre aux différents partenaires éco-traitants pour que ceux-ci puissent travailler sur cette base-là. Et du coup, normalement, en général, sur ce simple fait, si tout le process se déroule comme il faut, ça fonctionne relativement bien. Donc dans Archicad, voilà, ça passe par l'emplacement projet qu'on détermine avec des coordonnées GPS. Donc on a des petites méthodes pour passer de coordonnées. C'est vrai que souvent les plans géomètres, on va les avoir en CC47, en Lambert, enfin voilà, sur des référentiels de coordonnées un peu différents, de pouvoir convertir ça sur des coordonnées GPS, de les intégrer comme origine projet Archicad, et après on peut démarrer la modélisation du projet de façon sereine, et on est sûr que les exports vont très bien se dérouler. D'accord. Oui, donc dans Revit, on a un système, on va dire, de coordonnées, enfin différents systèmes de coordonnées. Donc ça fait partie des options lors de l'export de l'IFC. Et comme le disait Maël, en fait, voilà, le tout c'est d'être dans un référentiel commun. À partir du moment où tout le monde est bien d'accord sur ce référentiel, on est capable d'identifier le point de base du projet, le point de topographie. Donc c'est les termes Revit pour ceux qui les connaissent, mais c'est vraiment une histoire de référentiel. Et du coup, pendant l'atelier, effectivement, ça fait partie des exercices. Avec une explication partagée, c'est-à-dire que d'un côté vous avez l'explication dans Archicad, ce qui permet aux révisiens aussi d'apprendre un petit peu. Donc ça c'est un échange de connaissances qui est vraiment utile. Et puis d'un autre côté vous avez voilà la même chose dans Revit, et là de la même façon les archicadiens vont pouvoir profiter, mieux comprendre comment ça se passe pour son partenaire, son collaborateur, etc. Et puis ce qui ressort vraiment qui est qualitatif et qui est important dans tout ça, c'est réellement que ça permet en fait à des architectes ou à des BE de comprendre les attentes des uns et des autres. Parce que c'est vrai qu'il parfois il y a une méconnaissance en fait des métiers des uns et des autres, et le fait de pouvoir justement mettre en avant des problématiques rencontrées dans dans chacun des métiers, permet de se dire oui, mais en fait je suis pas le seul à galérer. Donc du coup, j'ai tout intérêt effectivement peut-être à faire un petit effort pour faire en sorte que ça marche bien, parce que comme ça, quand mes copains vont me renvoyer eux de leur côté la maquette, ils vont faire aussi les mêmes efforts. Et voilà, de fil en aiguille, comme ça permet effectivement de créer une vraie belle synergie. C'est tout l'objet du BIM, la collaboration. Et voilà, selon les outils, il y a des approches, des options différentes.
Néanmoins, le résultat est le même et effectivement, bah, ça marche, tout simplement. C'est ça. Ouais, c'est vrai que souvent, c'est un retour qu'on a. Oui, le BIM, ils me font bien rire, ça marche pas, quoi. On l'entend un peu moins maintenant. Ouais, ça commence on sent que le niveau de maturité des différents acteurs commence à monter crescendo. Crescendo aussi le fait que les projets commencent à sortir. Les maîtres d'ouvrage s'emparent du sujet et sont demandeurs parce qu'ils ont compris l'intérêt pour eux. Et du coup, voilà, avec ce genre de petites astuces, jeux référencement ou autres, on permet aussi aux équipes de maîtrise d'œuvre d'avoir les armes et les outils pour répondre aux besoins des maîtres d'ouvrage. D'accord. Ok. Sur la partie géoréférencement, du coup, dans Archicad, on a une deuxième méthode aussi, en cas d'un projet, par exemple, déjà modélisé, si on reçoit une maquette qui a déjà été faite, par exemple, dans le cas d'un relevé d'un existant, ce genre de choses, qui n'a pas spécialement été géoréférencé comme il se doit. Il y a un petit objet qui existe qu'on peut venir placer sur la maquette et qui va en fait décentrer le point d'origine du bâtiment, enfin de la maquette, du projet, et repositionner une origine différente sans avoir de position physique différente. Parce qu'en fait, le Archicad, comme tout logiciel de 3D, agit dans une sphère. Et donc, dès lors qu'on vient déplacer très loin de l'origine le bâtiment modélisé, on va avoir des gros problèmes de vue en 3D, d'orbite pour tourner, etc. Donc, il faut toujours, comme dans tout logiciel, toujours travailler très, très proche de l'origine projet. Et donc, ce petit outil, ce petit objet à placer va nous permettre de créer une origine artificielle, entre guillemets, mais qui va permettre de déplacer le projet. Et donc, bah, justement, dans l'atelier qu'on anime avec Jonathan, on se rend compte, voilà, si on positionne cet objet, quelle action ça a, comment la maquette va se comporter et tout ça. Donc, tout l'intérêt aussi de l'échange collaboratif et puis de visualiser en temps réel, j'agis sur ma maquette, je lui apporte une modification et qu'est-ce que ça veut dire en réception chez mon collègue en face. Oui, d'ailleurs, pendant l'atelier, ça me fait penser à des anecdotes, mais je sais qu'avec Maël, bon voilà, on se connaît bien, on aime bien se challenger, etc. Et du coup, bah, c'est vrai que j'ai souvenir d'une session où en fait Maël avait volontairement positionné ce fameux objet à un endroit qui était pas le bon. Alors du coup, bah, les stagiaires étaient là, dit ouais super, on va assembler, bah non ça marche pas. Et justement, bah, c'était pour montrer justement par l'exemple que, bah, vous voyez, l'incidence de positionner cet objet à tel endroit, voilà, bah, effectivement, ça a bien marché. C'est juste que j'avais mal positionné volontairement cet objet. Voilà. Et donc ça, c'est, bon, voilà, oui, c'est le côté assez rigolo, assez sympa. Ouais. Bon, c'est des ateliers très bonne ambiance, hein, et bon, il y a plein d'anecdotes, on va pas toutes les passer, mais en tout cas, voilà. Ouais, là, il va passer d'une heure, là, faut réserver la journée. C'est ça. T'as des fans, apparemment, Jonathan. Il y a Damien Mola qui nous dit que pour le coup, il est resté sur ta méthode de modéliser un cube de GeoRef sur un point géo. Oui, alors ça, c'est une astuce qui est bien connue dans la sphère des BIM managers. Pendant très, très longtemps, je dirais, le géoréférencement posait tellement de problèmes que fallait qu'on trouve une solution. Et donc, l'idée, c'est de positionner un cube sur l'ensemble des maquettes, mais au même endroit. Donc, on peut partir, par exemple, à 10 mètres de l'axe A, à 10 mètres de l'axe 1. Et puis, voilà, tout le monde modélise le même cube au même endroit. C'est bien que quand on assemble les maquettes, si les cubes ne plombent pas, c'est qu'il y a un problème de géoréférencement. La difficulté, elle n'est pas tant sur les maquettes structure et archi, elle est davantage sur les maquettes fluides. Là, il n'y a aucun mur, aucun, on va dire, objet physique qui permet de repositionner de manière précise des canalisations, des tuyaux, des chemins de câbles. Donc, grâce à ce cube, au moins, on s'en assure. Et l'avantage également, c'est qu'à partir du moment où on a son cube, on va pouvoir faire correspondre les cubes. Il y a des outils qui permettent de le faire de façon à ce que lorsqu'on assemble les différents modèles, on peut travailler sa coordination de manière précise. Voilà. Donc c'est vrai que c'est une astuce qui est intéressante à avoir en tête dès lors qu'on travaille avec des personnes qui ne sont pas forcément hyper matures sur le sujet. Et en toute honnêteté, moi, je maintiens ce mode de fonctionnement parce que même si des gens maîtrisent bien, on n'est pas à l'abri d'une petite erreur. Et au moins, on a un petit contrôle qui reste existant. On l'utilise, on l'utilise pas, mais au moins, ça nous fait un petit check, quoi. Voilà. Pour rester du coup là-dessus, ça nous dit qu'elle en met un second cube sur la maquette, donc sur Revit, pour vérifier la rotation. Alors après, ouais, là, il y a plusieurs solutions. On peut partir d'un cube, mais on peut très bien dessiner un objet avec une forme particulière qui permettrait d'identifier également, je dirais, ce côté rotation. D'accord. Après, normalement, avec le cube, c'est bon, on est dans le projet. Tout le monde connaît son projet. Donc, normalement, c'est suffisant pour détecter, je dirais, s'il y avait un décalage, quoi.
Mais ouais, tout à fait. C'est une très bonne remarque. Ouais, c'est pas la seule apparemment. Ok. Bon. Sur le géoréférencement, du coup. C'est l'un des sujets qu'on va aborder dans l'atelier. Donc après, effectivement, on pourrait y passer 2 heures, je pense, sans difficulté, vu le sujet, vu les problématiques qu'on rencontre, tout à fait. Ça marche. Alors, du coup. L'autre sujet qu'on rencontre fréquemment, qui est un peu l'une des bases pour moi du BIM, c'est la question de la classification, parce que il va être très important de donner une identité à un élément. La classification fait appel à un système très normé de classe IFC, et que du coup, chaque logiciel va l'interpréter de différentes manières. Donc nous, là, l'objet, c'est de faire en sorte que notre logiciel puisse comprendre la classification qui lui est propre, mais puisse la transformer en une classification IFC connue et maîtrisée de tous. Si j'exporte ma maquette Archicad, par exemple, sur l'image, on a un plafond qui est classifié en IFC slab, donc en dalle. Voilà, on ne sera pas forcément très pertinent. Si demain, mon économiste a besoin de faire du maîtrise de plafond, par exemple, ou le maître d'ouvrage en exploitation maintenance, et là, cette dalle va passer en dehors des radars. Et donc, il va perdre la quantité et l'information à cause d'un défaut de classification. Parce qu'on n'a pas d'outil dalle, je crois, sur Archicad, c'est ça? On n'a pas d'outil plafond. On a l'outil dalle, effectivement, et effectivement, Archicad, comme beaucoup d'autres logiciels de 3D, on va utiliser des outils alors qui s'appellent mur, qui s'appellent dalle, qui s'appellent poutre, mais qui sont finalement des vecteurs de modélisation. Et c'est pas parce que j'utilise l'outil mur que je vais modéliser un mur. Bien sûr. De la même manière, sur le plafond, c'est pas parce que j'utilise l'outil dalle que je vais modéliser forcément une dalle. Donc voilà, c'est tout cet intérêt de maîtriser son outil de modélisation, maîtriser le logiciel et faire en sorte que malgré tout, quand je fais un export, on parle tous la même langue. Et les classifications, pour moi, c'est ça, c'est un petit peu cette uniformisation finalement du langage pour que chacun puisse se retrouver les uns les autres. Très bien. Donc sur Archicad, du coup, donc c'est un petit peu ce que je viens de dire. Tu l'as pas? Voilà. C'est bon. Oui, je crois que c'est chez Jonathan, du coup, ça. Ouais, c'est ça. Ça, voilà, c'est une vue je suis très ordonné, en fait, comme garçon. Donc, effectivement, pareil. C'est important. Ouais. Donc, comme le disait Maël, en fait, c'est vraiment un point important. Aujourd'hui, les différentes solutions de modélisation évoluent. Il y a des améliorations, on rajoute des catégories pour justement aider à cette classification. Et tu disais qu'Archicad n'avait pas l'outil plafond. Revit, c'est pareil, il lui manque des fonctionnalités, je dirais, de modélisation précise de certains types d'objets. Et donc, cette classification, elle est néanmoins extrêmement importante pour que l'échange puisse se passer correctement et que chacun des acteurs puisse comprendre le modèle de l'autre et surtout bien l'interpréter. Voilà. Donc, il y a deux notions. Il y a effectivement la norme IFC, donc voilà, qui est quelque chose de très standardisé, etc. Et pour aider, en fait, on peut être amené à utiliser des classifications type Uniformat 2, par exemple. Je travaille beaucoup avec cette classification parce qu'elle est simple. Et puis, aujourd'hui, j'ai l'impression qu'en France, on se dirige vers l'utilisation de ce type de normes, on va dire, entre guillemets. Donc, plutôt que de réinventer la poudre, autant partir sur quelque chose qui existe déjà. Donc, c'est quoi la classification Uniformat 2 ? L'image du dressing est très parlante. En fait, je rentre dans mon dressing, il y a quoi ? Il y a des vêtements. Voilà. Si je rentre dans l'armoire, là, je vais avoir des vestes. Si j'ouvre un tiroir, là, je vais avoir des chaussettes. Si j'ouvre la petite boîte, je vais avoir ma montre. Voilà, vous voyez, plus on va rentrer dans l'exploration de son dressing, plus finalement on va être précis dans la définition de l'objet. D'accord ? Donc ça, c'est très très intéressant parce que derrière, ça offre à tous les utilisateurs de la maquette numérique des clés de filtrage, d'accès en fait à l'information supplémentaire. Donc typiquement, moi je sais que sur les projets sur lesquels on met en place et on exploite clairement cette classification Uniformat, ça va servir pour les DPGF, ça va servir aussi pour la mise en relation de la maquette avec les articles du CCTP, voilà par exemple. Et donc ça a tout son sens de commencer dès maintenant, je dirais, à mettre en place de bonnes pratiques, même si c'est pas forcément demandé sur un projet, parce que on sent qu'on va vers là. La data aujourd'hui, c'est vraiment le pétrole de demain, qu'on va dire entre guillemets. Et je pense que voilà, c'est pas des notions complexes à comprendre, c'est pas des notions complexes à mettre en œuvre. Et l'IFC transporte très bien ce type d'infos et les outils la maîtrisent aussi très très bien. Et sachant que toi, en plus, en tant que BIM manager,
Comment ça se passe? Est-ce que du coup, dès le départ, tu contactes un peu les équipes pour leur expliquer un petit peu ton mode de fonctionnement? Ou alors tu reçois tout et puis à partir de là, tu leur dis non les gars, c'est pas comme ça qu'on travaille. On essaie quand même d'être un peu plus dans la pédagogie, parce qu'aujourd'hui, ce qui est important, tout le monde n'est pas au même niveau de maturité. C'est ça en fait. Ouais. Donc il faut vraiment ne laisser personne au bord du chemin, mais ça c'est le métier quotidien du BIM manager. Je dirais la première étape, c'est déjà l'écoute des besoins du client. Ça c'est primordial. Il faut qu'on sache ce qu'il attend de nous. Donc il va nous expliquer ses objectifs par rapport à une opération donnée. Ensuite nous, on va analyser ça, on va transcrire ça en cas d'usage. Et ensuite, avec ces fameux cas d'usage, là, on va pouvoir décliner qu'est-ce qu'il faut mettre en œuvre en termes de process et de méthodos sur la maquette. Et bien sûr, ce travail se fait conjointement avec l'ensemble de l'équipe de maîtrise d'œuvre ou avec les entreprises selon l'étape à laquelle on est dans le projet. Et ça arrive que certains acteurs du projet disent moi, ça, je sais pas faire. Donc là, il y a deux solutions. Soit alors on mesure en fait la difficulté d'aller quand même répondre à ce cas d'usage ou comment on peut aider la personne, ou soit tout simplement on indique au maître d'ouvrage que là il y a un point de difficulté. Est-ce qu'il est plus sage de baisser un petit peu le curseur et de se concentrer sur ce que tout le monde sait faire pour bien le faire? Ou est-ce que c'est vraiment quelque chose de fondamental pour le client et qui veut vraiment mettre en place? Et dans ce cas, on va trouver pour mettre en place une solution. Donc, comme pour répondre à ta question, non, c'est fait vraiment en concertation. Et donc, la classification uniformat 2, justement, c'est un sujet que j'aborde dans la réunion de lancement, en montrant, en expliquant. Et puis surtout, ce qui est important, c'est que il faut comprendre l'intérêt. C'est ça qui est vraiment essentiel. Si on demande à des gens, mettez en place une classification uniformat 2, si on leur dit pas pourquoi, à quoi ça va servir, forcément l'adhésion, elle est pas spontanée, quoi. C'est ça, mais j'imagine que malheureusement, ça doit exister encore aujourd'hui. Après, ça va dépendre des approches. Je sais que moi, je suis, alors peut-être de par mon métier de formateur aussi parallèlement, donc j'aime bien ce côté pédagogie. C'est ça. Maël, je pense que tu es exactement comme moi. Si on impose le résultat à obtenir aux gens, ça marchera pas. Il faut comprendre l'intérêt de chacun. Et il faut aussi, ce qui est important, et c'est un peu ce qu'on développe dans l'atelier qu'on co-anime, c'est de donner les clés pour y arriver. Si la personne se retrouve devant son ordinateur et n'arrive pas ça sert à rien. Enfin voilà, si le résultat n'est pas là, ça sert à rien. Donc voilà, sur le système des classifications, effectivement, dans Archicad, c'est des choses qui existent en natif. Il y a des classifications qui sont propres à Archicad, qui sont déjà très décomposées, pour reprendre l'image de Jonathan avec la boîte de la montre située dans le tiroir, etc. On peut même en recréer autant qu'on veut de classifications, si tant est qu'il en manque. Très honnêtement, c'est déjà bien fourni, mais on peut en recréer. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut les mapper, on peut les faire correspondre à des classifications IFC qui sont connues de tous et comprises par tous les logiciels. Donc c'est vraiment le gros intérêt aussi de nos outils, c'est de nous dire, le Archicad, en l'occurrence, va savoir le faire. Je vais savoir dire, par exemple, que mon faux plafond, que ma dalle de faux plafond n'est pas une dalle, mais est un faux plafond. Et que du coup, quand je l'exporte, ce faux plafond va devenir un IFC Ceiling qui sera, ou IFC Covering sur les sujets, enfin voilà, et qui sera reconnu par Revit ou par tout autre logiciel lors de l'import. Donc c'est vraiment tout l'intérêt. Et on peut démontrer comme ça, comme je disais, on peut en créer autant qu'on veut, il n'y a pas de limite. C'est vraiment l'outil, le logiciel qui est au service finalement de ce qu'on souhaite faire. Et après, à nous de maîtriser notre outil pour faire en sorte qu'il puisse s'exprimer et être compris par les autres logiciels. Oui, tout à fait. Dans Revit, pour les utilisateurs de Revit, il y a un paramètre, tout simplement un paramètre de type qui s'appelle le code d'assemblage, qui pointe vers un fichier texte. Et effectivement, dans ce fichier texte, on retrouve par défaut, en tout cas dans les réglages de Revit, cette fameuse classification uniformat. Mais rien n'empêche de créer sa propre classification. Alors là, je pense plus à certains métiers ou certains projets très particuliers, notamment dans le secteur du traitement de l'eau. Nous, on travaille beaucoup dans BIM dans ce domaine-là. Et l'uniformat n'est pas forcément la bonne codification. Donc, du coup, ça permet de ranger intelligemment les objets. Et si l'uniformat est adapté, très bien, mais on n'est pas bloqué non plus. C'est-à-dire que, tout comme dans Archicad, on a la possibilité d'aller créer ses propres classifications pour des besoins spécifiques. Dans Revit, on a exactement le même penchant, et ce qui va permettre justement de répondre aux besoins réellement, précisément d'un projet.
Et donc aussi, ce qu'on disait tout à l'heure, hein, qu'on a des outils qu'on va pouvoir détourner à outrance pour arriver à nos fins de modélisation d'un projet. C'est encore une fois, c'est le logiciel qui est au service, alors en l'occurrence dans Archicad, au service de l'architecture et de la conception des concepteurs, enfin de la liberté de conception des concepteurs. Et du coup, quand on maîtrise ce détournement, l'un des objets de l'atelier, justement le workshop qu'on fait, c'est de se dire, de me donner la carte en fait pour aller chercher la bonne information au bon endroit. Là, effectivement, quand on voit la succession des fenêtres à ouvrir pour aller dire que mon faux plafond de dalle est finalement un IFC covering ou IFC ceiling, voilà, c'est un petit peu tortueux. Ouais. Donc on regarde ensemble et puis une fois qu'on a la carte, une fois qu'on sait où aller chercher l'information et où aller la mettre, c'est vraiment très très simple. Donc c'est un petit peu l'idée finalement, c'est de pas se retrouver tout seul devant cette multitude de fenêtres sans avoir le GPS entre guillemets qui va nous permettre de trouver la bonne route et d'aller directement à la bonne information au bon endroit et du coup d'avoir un export de maquette qui soit vraiment propre et qui soit compréhensible par tous. Ouais, dans Revit, c'est pas tout à fait la même approche. C'est pas une succession de fenêtres. C'est plus en fait l'utilisation de certains paramètres. Je pense notamment à IFC Exportaz ou des choses comme ça que l'utilisateur va renseigner en fait dans sa maquette. Et lors du paramétrage de l'export IFC, ça va pointer vers un fichier dans lequel finalement on va indiquer cette catégorie IFC. Voilà, on va pouvoir agrémenter des propriétés, etc., etc. Mais ça, on y reviendra un peu plus tard pendant la présentation. Voilà, donc il y a deux approches différentes, mais c'est pareil, il y a besoin du GPS, voilà, dans chacun des outils pour savoir où on doit aller et comment ça fonctionne. Voilà, tout simplement. Voilà, pour les classifications, je pense qu'on est pas mal. Alors, bien entendu, enfin là, c'est ce qu'on dit. Pour la partie donc géoréférencement qu'on a vu au début et classification, malheureusement, on n'a pas assez de temps. Ce que vous disiez tout à l'heure, vous pourriez passer plus de 2 heures à en parler. Et justement, vous passez ces 2 heures en fait pendant l'atelier. Donc, on en reparlera. Oui, tout à fait. On va vraiment dans le détail. Et le but de l'atelier, c'est de faire en sorte que le stagiaire ou la personne avec qui on fait l'atelier, quand il sort de l'atelier, il sache faire. Et que justement, il n'ait plus besoin de ce GPS, qu'il connaisse la route tout seul, quoi. Donc, c'est vraiment l'idée et on y passe autant de temps qu'il le faut. Et moi, je considère toujours qu'il n'y a pas on est sur des formations où on en fait tous les deux. Il n'y a pas de questions bêtes, il n'y a pas de problèmes qui sont insolubles. Il y a, voilà, si des fois, on a pu se retrouver aussi avec des stagiaires très, très compétents ou qui nous poussent un petit peu dans nos retranchements de la connaissance de l'outil qu'on a, et on va trouver les solutions ensemble. On va peut-être prendre 2 minutes de plus pour être sûr de notre raisonnement, mais c'est vraiment l'intérêt aussi de cet atelier collaboratif, c'est qu'on est vraiment sur un système à l'image de ce qu'on veut, des valeurs qu'on défend entre nos logiciels, quoi. Sur la notion d'OpenBIM, on est sur du partage de connaissances et sur faire en sorte que tout le monde puisse communiquer, puisse parler la même langue et que chacun maîtrise son outil pour pouvoir échanger avec l'autre, quoi. Oui. Puis dans le format, ce qui est vachement intéressant, c'est que vous n'avez pas une personne formateur dans la salle, c'est que vous en avez 2. Et donc, forcément... Ça, c'est un inconvénient pour certains. Alors, ça dépend. Mais c'est clair que ça, c'est vachement intéressant parce que ça veut dire que vous avez une thématique, une problématique sur Archicad, Maël, tac, hop, il va venir derrière, hop, ok, je te dépanne. Pendant ce temps-là, hop, il y a des problématiques sur Revit, hop, moi j'y vais, etc. Donc, on a ce côté, je dirais, souplesse et réactivité, parce qu'à partir du moment où il y a 2 personnes, inévitablement, pour le stagiaire, c'est beaucoup plus confortable. Il n'y a pas d'attente et machin, etc. C'est très réactif, c'est très, puis c'est très sympa, ça taquine et tout ça. Donc ça c'est, ça c'est plutôt les aspects bon esprit, quoi. Mais bon, c'est vrai qu'on a des témoignages de personnes qui ont participé aux sessions précédentes et tout le monde a la banane et c'est cool, quoi. Donc c'est vrai que ça c'est vachement intéressant, comme tu dis. Au-delà de la formation des sujets réellement là, parfois on a un peu de temps parce que les personnes percute bien et tout ça. Tiens, en fait, je pensais à tel sujet, machin. Tiens, regarde, je te montre et machin. Voilà, donc c'est vraiment en mode atelier, échange et tout ça, quoi. Et c'est vraiment ce qui est intéressant, c'est que c'est toujours, nous aussi on apprend. Enfin, moi, c'est ce qui me passionne aussi dans la formation, c'est qu'on apprend finalement au quotidien. Et les personnes qu'on va rencontrer vont toujours venir avec leurs problèmes, qui va être différent du problème qu'on a rencontré sur la session d'avant et qu'on n'aura peut-être jamais rencontré ou qu'on aura rencontré différemment. Donc ça nous oblige aussi à nous repositionner, à nous re-questionner. Et finalement, on répond aussi concrètement à des cas de figure que on va tous rencontrer un jour ou que là, la personne a rencontré. Donc, c'est vraiment l'intérêt pour nous. Ouais.
Oh, c'est top. Alors du coup, parce que je fais gaffe au chrono quand même, qu'on ne dérape pas trop. Hein. Exactement. Donc voilà, bah là concrètement, voilà, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Hein, si on ne montre pas clairement pourquoi on met en place une codification, une classification, à quoi ça sert, bah, c'est très difficile de susciter l'adhésion. Là, vous avez des petites captures, hein, donc dans des visionneuses IFC hein, gratuites. Hein, bon, je pense que la plupart d'entre vous les connaissent. Hein, BIM Zoom, BIM Vision, Solibri, etc. Et là, on voit concrètement, alors c'est peut-être un peu petit, mais on voit l'utilisation qu'on peut faire justement de cette classification uniformate pour de l'aide à la compréhension de maquette, pour dénombrer un certain nombre, enfin voilà, des quantités, pour faire de la vérification, etc., etc. Donc là, on est vraiment avec ces quelques captures-là. Et là, bien sûr, c'est fait, ces exercices sont réalisés hein, pendant l'atelier, parce que voilà, il y a rien de plus fondamental de comprendre pourquoi je fais quelque chose. Si je n'ai pas cette information-là, bah forcément, on va pas avoir envie d'y aller parce qu'on a toujours 10 000 choses à faire. Hein. En BE ou en cabinet d'architecture, le temps, on bosse quoi. On n'est pas en train de se tourner les pouces quoi. Bah top. Vous utilisez juste au niveau des visionneuses, enfin pendant l'atelier, c'est pareil, vous utilisez quelle que soit la visionneuse. Toutes, nous on a nos préférés, chacun de par nos usages respectifs, mais on les connaît à peu près toutes, je pense. Enfin du moins les principales. Et c'est pareil, si la personne avec qui on va travailler dans l'atelier a ses préférences sur une visionneuse, et bah voilà, on est capable de l'installer sur les machines sans problème. Et le but, c'est qu'on soit comme à la maison, finalement. Donc, quand on soit à la maison, quand on y retourne réellement, bah, qu'on sache faire, qu'on ait eu les clés, quoi. Donc, non, là-dessus, les visionneuses, il n'y a pas de limite, je pense. Ouais, non, c'est des outils qui sont plutôt simples en termes de prise en main. Et même, on a eu le cas plusieurs fois hein, pendant les différentes sessions où des personnes, justement, bah, ne connaissaient pas du tout. Et ça leur a permis également de s'enrichir sur cet aspect-là, parce que du coup, ouais, mais c'est intéressant. Plutôt que d'ouvrir l'artillerie lourde, parce que voilà, Archicad et c'est quand même des logiciels lourds, hein, puissants. Bah du coup, parfois, on reçoit une maquette. Avant d'aller l'insérer, bah, on va peut-être simplement analyser cette maquette pour savoir si ça fonctionne déjà bien, etc. Avant d'aller charger ça dans l'outil de travail. Donc un petit check, hop, on se met en place ces petits contrôles, hop, et puis après bon bah ouais, je la valide, je travaille avec quoi. Donc voilà, ça c'est aussi des petites choses qu'on aborde, parce que voilà, c'est aussi l'occasion d'échanger sur les pratiques de chacun. Donc un BE, un archi, nous-mêmes, par rapport à ce qu'on rencontre au quotidien, etc., etc. Donc voilà, donc les visionneuses font également partie effectivement du programme de cet atelier, parce que voilà, c'est toujours du plus. Tac. Ah là là. Quoi, les IFC, c'est ça? Des mots un peu barbares, je crois. Donc là, vous en avez sélectionné quelques-uns, Building Smart, P7, BCF, MVD, OpenBeam. Le premier, alors qui parle pas forcément à tout le monde, des gens qui sont présents notamment sur le chat et qui nous regardent ou qui nous regarderont en replay, c'est tout bête, mais les IFC, c'est quoi? L'IFC, c'est le format d'échange normalisé, standardisé, qui va être lu par beaucoup, voire tous les logiciels aujourd'hui. Aujourd'hui, un logiciel, pour se revendiquer BIM, entre guillemets, doit être capable d'intégrer, de lire un IFC et également d'exporter une maquette de qualité en IFC. Donc l'IFC, voilà, c'est ce format d'échange. C'est un peu ce qu'on dit d'information, c'est un petit peu le PDF finalement de la lecture de tous les documents. C'est quelque chose, on va tous avoir à un moment donné quelque chose pour le lire. L'IFC, c'est ce format d'échange. Et du coup, effectivement, qui appelle beaucoup, c'est une langue à part, quoi. Donc on parlait de GPS tout à l'heure, là on est plutôt traducteur, mais c'est un petit peu ça aussi l'idée, c'est que bah voilà, quand quelqu'un qui n'a pas forcément ou qui fait son premier projet BIM va recevoir une convention rédigée par un BIM manager, qu'on va lui imposer un MVD Coordination View 2.0, bah voilà, on peut se poser la question 3 minutes à quoi ça sert, quoi. Donc l'idée c'est un petit peu ça, c'est de balayer les différents sujets qu'on va pouvoir rencontrer dans le cadre d'un projet BIM, qui soit normé, qui soit pas normé. Il y a aussi beaucoup de BIM aujourd'hui, je pense, qui se fait. Enfin, en tout cas, moi, dans ma pratique, c'est ce que je rencontre. Moi, aujourd'hui, tous mes projets que je fais à l'agence sont en BIM, alors que pour autant, je dois en avoir un seul, je pense, avec une demande exprimée de la maîtrise d'ouvrage. Parce que mes partenaires bureau d'études avec qui je travaille, on a compris la logique finalement et l'intérêt de mettre en place ce process
et d'échanger nos maquettes. Donc même s'il n'y a pas de convention, même s'il n'y a pas de normes de l'échange finalement, le simple fait de pouvoir travailler en 3D, d'exporter ma maquette, d'importer celle de mon partenaire, etc., et ben, ce simple fait-là, en fait, facilite le quotidien, facilite les revues de projet, facilite les prises de décision et est garant d'une meilleure qualité du projet au final en construction. Donc voilà, tout ce jargon un petit peu particulier. Chacun de nos logiciels va traiter les choses de chaque manière. Par exemple, les P7, c'est la notion de propriété dans Archicad. C'est pareil, comme pour les classifications, on peut créer autant de propriétés que l'on souhaite, qui vont avoir un gros avantage d'automatisation des tâches, de l'information. Donc après, c'est de se dire, la propriété que j'ai créée sur Archicad, je veux qu'elle soit lue par Jonathan dans Revit. Donc, qu'est-ce que j'en fais? Comment je la map? Comment je la convertis finalement en propriété IFC pour qu'elle puisse être lue et que cette même information incrémentée une seule fois dans la maquette, finalement, elle continue à vivre, quel que soit le logiciel dans lequel elle va être, et que on puisse tous, à un moment donné, la récupérer, l'exploiter et qu'elle vive tout le long du projet. Oui, tout à fait. Pour rebondir sur ce que dit Maël, c'est vrai que quand on découvre un peu cette norme IFC, là, on a l'impression d'aller sur une autre planète, quoi. IFC Slab, IFC Column, etc. Il y a tout un tas de paramètres, hein, etc. Donc, quand c'est nouveau, on ramène une difficulté un peu supplémentaire par rapport à ça, et on désamorce tout ça en fait pendant la session, parce que ces termes finalement, une fois qu'ils sont expliqués, je dirais, voilà, on l'a entendu une fois, on l'a vu une fois, donc voilà, c'est bon, ça match après derrière. On sait à quoi ça correspond, même si on n'est pas, même si la personne, je dirais, ne retient pas la totalité finalement de la définition, on va dire entre guillemets, au moins elle sait que ça existe et elle sait à quoi ça correspond. Donc ça, c'est essentiel. Et puis après, il y a aussi toute la partie je dirais, analyse des cahiers des charges BIM, des conventions BIM, etc. Et en fait, pendant l'atelier, il y a une partie en fait du programme qui consiste justement à décrypter tout ce langage pour aider, voilà, les BIM coordinateurs, les BIM managers qui sont avec nous dans la salle à comprendre, tout simplement. Comprendre, voilà, qu'est-ce qu'on attend de moi, qu'est-ce qu'on veut, que signifie un P7, un BCF, un MVD, etc., etc. Donc, on indique aussi on va dire des sites intéressants à avoir dans ses favoris. Donc, vous voyez Building Smart, donc c'est l'association internationale qui fluidifie les échanges entre les différents acteurs du monde de l'industrie, du bâtiment, etc., etc. Donc, c'est eux qui portent le développement de l'IFC. En France, le chapitre français, c'est Média Construct. Donc voilà, pareil, ça, on indique en fait et on donne en fait les liens pour permettre après à chacun de pouvoir aller creuser par lui-même davantage s'il le souhaite, affiner ses connaissances. Voilà, il y a aussi un côté curiosité par rapport à tout ça. Et puis, pour reprendre l'image de Maël, par rapport à l'IFC, voilà, c'est vraiment la photo, le PDF en fait d'une maquette à un instant T, avec de la data, etc., etc. Et toute la difficulté pour les logiciels, ça va être lors de l'export de traduire dans un langage, mais il y a aussi lors de l'import le même effort de traduction. Voilà. Et pour illustrer ça, si vous prenez un PDF, Word est capable de l'ouvrir. Mais est-ce que pour autant vous allez récupérer la totalité de la mise en page, etc., etc. Non, pas nécessairement. Justement, l'atelier, nous, on met en place les petites rustines, les bons réglages, pour faire en sorte que quand on l'ouvre, ce soit bien compris par les différents logiciels. Voilà. Et du coup, de traiter aussi la notion de BCF, c'est quelque chose qu'on aborde pas mal, parce que c'est un format aujourd'hui qui est vraiment pratique, qui a l'avantage de créer des fichiers qui sont très légers, et donc de pouvoir faire de la communication sur la maquette, de pouvoir cibler des problèmes, de sélectionner un élément, de dire, par exemple, ça m'arrive régulièrement de dire, oui, là, la gaine que tu as mis dans la gaine technique, enfin ta gaine de ventilation dans ma gaine technique, la gaine technique est trop petite, est-ce que si je l'agrandis de temps, ça fonctionne? Et ça, c'est de l'échange, plutôt que de faire un mail pour ça, on va utiliser le BCF, donc dans Archicad, ça va être la notion de sujet, ça peut être aussi via des plugins, par exemple, moi je sais que j'utilise beaucoup le BCF Manager de BIM Collab. L'avantage aussi du BCF, c'est que on va savoir le lire dans une visionneuse. Donc même quelqu'un qui n'a pas de licence de l'un de nos outils, l'un de nos logiciels, va être capable de lire finalement et de retrouver l'historique des échanges sur les différents problèmes. On va pouvoir classifier les questions. Est-ce que ça c'est d'importance
très importante, très primordiale, il faut vraiment le traiter rapidement, ou est-ce que ça, c'est juste un petit aide-mémoire par la suite. D'accord. Donc, ça permet aussi d'organiser le travail et d'avoir cette information directement dans notre logiciel. Donc, ce qu'on va aborder, voilà, je disais dans Archicad, c'est la notion dans les plus récentes versions là, des sujets. Dans les versions précédentes, c'est la notion d'annotation. Donc, comment est-ce qu'on va savoir faire dans nos logiciels, dans Archicad, pouvoir à la fois lire un BCF, en générer un, y répondre, et que la remarque que je fasse à Jonathan, il sache la retrouver et qu'elle soit surtout qu'elle soit crédible, enfin que Jonathan récupère la même remarque que celle que j'ai pu émettre, qu'il n'y ait pas de déformation de l'un à l'autre, quoi. Oui. Et ça, c'est pareil, ça, c'est un cas pratique qu'on met réellement en place pendant l'atelier. Parce que l'avantage du BCF, c'est qu'avec le plugin gratuit BCF Manager, effectivement, vous avez dans Archicad la boîte de dialogue avec une interface, et c'est la même interface dans Revit. Et quand on échange avec les stagiaires, ils se partagent justement leurs remarques, leurs BCF, et bien en fait, ils visualisent concrètement que ça marche, quoi. C'est-à-dire que je clique sur la remarque que l'architecte sur Archicad m'a envoyée, je suis dans Revit, je clique, bam, ça s'oriente, bam, j'ai tout de suite la bonne information, quoi. Et là, c'est cool, quoi. Parce que là, la démonstration, elle est parfaite, quoi. Donc voilà, c'est un sujet qui est extrêmement intéressant et c'est vrai qu'il est abordé parce que voilà, aujourd'hui, c'est un très très bon moyen de communication. Donc BCS, c'est-à-dire BIM collaboration format. C'est vrai qu'on ne l'a pas dit parce qu'on est tellement habitué à utiliser ça. Voilà, il y a des outils gratuits qui permettent de vraiment bien travailler à partir de de ce type d'échange, et ça fait partie effectivement des sujets traités pendant l'atelier. Top. Je pense que c'est un bon résumé du coup, d'une partie des choses qu'on voit dans l'atelier, parce que du coup, on va venir dessus. L'atelier dure quand même 2 jours. Tout à fait. Il n'y a rien de trop. C'est ce que vous disiez. En fait, ce qui est sympa pendant l'atelier, puis vous l'avez résumé un peu pendant le webinaire, c'est que malgré que ça soit une formation en mini-groupe, donc l'idée pour vous expliquer de cet atelier, il nous faut au moins un révicien et au moins un archicadien pour que l'atelier puisse se lancer. Donc voilà, mais l'idée c'est que même si tu as 4, 5, grand maximum 6 personnes, on va quand même personnaliser un maximum en fonction des difficultés rencontrées et des besoins de chacun. Ça, c'est plutôt chouette, ce que vous expliquiez tout à l'heure. Alors, je crois aussi qu'il y a un truc qui est assez sympa qui se passe pendant l'atelier, c'est que vous n'hésitez pas à échanger les rôles entre les stagiaires, quoi. Ouais, tout à fait. Tu n'es plus architecte maintenant, tu es bureau d'études. C'est ça. Tout à fait. Et Jonathan comme moi, on est convaincu que on va pas choisir nos partenaires en fonction de l'outil qu'ils utilisent, mais parce que il me paraît important aujourd'hui de maîtriser notre outil et de pouvoir discuter avec les autres. Donc moi, c'est pas parce que j'ai des révisions en face de moi, je vais pas essayer de les convertir à Archicad. Ils seront convaincus tout seuls à la fin de l'atelier. Mais voilà, c'est vraiment pas l'idée. C'est de se dire, moi, j'utilise Archicad. Comment est-ce que Archicad peut discuter, peut dialoguer de la meilleure des manières possibles pour faire en sorte que la personne qui utilise Revit en face de moi récupère une maquette qui soit très fiable et que je lui facilite le boulot. Et de la même manière, si le révicien a travaillé sur Revit, comment moi je peux récupérer ces infos pour, pareil, ne pas avoir tout à refaire. Ouais. Et on est vraiment, je pense que c'est le gros intérêt de cet atelier qu'on a monté, c'est qu'on n'est pas sur une session de formation, comme on peut en faire aussi ensemble, enfin chacun de notre côté, mais à côté, avec des formations un peu plus empiriques, entre guillemets, sur l'apprentissage du logiciel, sur tout ça. Là, on est vraiment dans un atelier collaboratif, on est vraiment dans un atelier, c'est l'open BIM, c'est le quotidien de ce qu'on vit. Et je pense qu'on a assez bien traduit dans cet atelier finalement, quoi. C'est vraiment le côté workshop qui nous intéresse. Chacun vient avec ses problèmes et puis on est dans l'échange, quoi. Non, mais c'est comme le dit Maël, aujourd'hui, en fait, on ne choisit pas un partenaire par rapport à son outil, on le choisit par rapport à ses compétences. Voilà. Et ça, c'est essentiel. Et il y a pas du tout de volonté de convertir l'un ou l'autre. Alors, on se taquine et en fait, c'est même pas nous les pires. Non, c'est ça. C'est souvent les stagiaires. Parce que la dernière fois, là, il y avait compète. Nous, on va faire ça. On était plus vite. Archicad, c'est nul. Et puis après, tiens, t'as vu WhatsApp, c'est déjà fait. Revit, c'est pas bien. C'est ça. Vous étiez pas mal avant le webinaire aussi, tous les deux. Ouais, c'est le jeu aussi. On se le laisse, ça fait quelques temps qu'on pratique. C'est le jeu. Mais c'est vraiment ça qui ressort. Et Maël l'a très bien dit. À l'issue de ce workshop, l'idée, c'est que les gens aient les clés
soit rassuré justement par rapport à la possibilité de bien communiquer avec ses partenaires. Et Maël l'a très bien dit, c'est-à-dire, c'est pas parce que moi, même si on me demande pas du BIM, avec mes partenaires, on le met en place systématiquement. À l'issue de l'atelier, ça vous permet de vous convaincre qu'effectivement, c'est pas parce que le client le demande qu'il faut le faire, et s'il le demande pas, je le fais pas. Non, on va pouvoir tirer profit. À partir du moment où on a toutes les cartes en main pour pouvoir correctement travailler, il n'y a aucune raison de se priver finalement davantage, quoi. Voilà. Tout à fait. Alors, juste pour la partie un petit peu organisationnelle, du coup, je me permets, je suis désolé. Donc, vous avez des dates sur Paris et Nantes qui sont fixées sur le début et fin novembre, en fonction de vos emplois du temps, bien entendu, mais ça nous est arrivé par le passé. On a aussi la possibilité d'organiser cet atelier pour une agence, par exemple. Une agence, c'est un bureau d'études qui travaille souvent ensemble et qui se dit bah ouais, il faudrait qu'on améliore, qu'on fluidifie un peu tout ça. Donc pourquoi on passerait pas un peu entre les mains de Maël et Jonathan? Ça nous est arrivé. N'hésitez surtout pas à nous contacter, que ce soit nos collègues de chez Atlancad ou nous qui a d'équipement directement. Donc voilà, en termes de tarifs, donc on est à 600 € par jour, donc 1200 €. On vous rappelle que vous avez la possibilité, bien entendu, de vous faire rembourser en partie, voire en intégralité, la formation via votre OPCO ou via le FIFPL, via les HFIS, etc. Donc voilà, n'hésitez pas à nous téléphoner pour qu'on puisse vous renseigner et vous aiguiller au mieux là-dessus par rapport à tout ça. Donc voilà, je crois qu'on a un petit peu fait le tour par rapport à l'atelier. Je vous propose, parce que on a pris un peu de retard, mais on s'en doutait parce que vous êtes deux grands bavards. Du coup, quand on regarde un petit peu les questions qui ont pu se poser pendant le webinaire. Donc, on a répondu au tout début à une ou deux questions, notamment sur le géoréférencement. On nous demande, du coup, c'est Benoît qui nous demandait, qui nous dit quid des classifications uniformat, omniclass, est-ce que vous les utilisez? Alors moi, comme je le disais tout à l'heure, hein, l'uniformat, c'est quelque chose que je propose systématiquement. Après, bon, comme je l'ai dit, il faut susciter l'adhésion. Si les personnes sont vraiment pas motivées par le truc, etc., je vais pas faire mon lourd à insister, quoi. Sauf si, bien sûr, c'est une demande express du client. On a une mission à accomplir, donc il faut qu'on mette tout en œuvre pour répondre au maximum à ses besoins. Donc l'uniformat, moi, je l'utilise couramment. Et comme je le disais tout à l'heure, je commence à pas mal travailler par rapport à l'exploitation justement de cet uniformat pour les DPGF, les CCTP, des choses comme ça. Donc j'ai du sujet développement parallèlement à tout ça. Donc du coup, clairement oui. L'omniclass, un peu moins. Alors après, c'est vrai que dans les familles Revit, on a cette notion, mais bon, pour l'instant, j'ai pas eu de demande express par rapport à ça. Et voilà, moi, j'essaie toujours d'avancer pas à pas pour être efficace. Et donc, l'uniformat, clairement, ouais, moi, je l'utilise énormément, en fait, sur les projets. Moi, peut-être un petit peu moins, parce que moins d'expression de demande aussi. Par contre, voilà, l'intérêt, c'est de se dire qu'on sait que ça existe et les quelques fois où on me l'a demandé, on sait faire, quoi. Donc, c'est vraiment l'intérêt. L'omniclass, pareil, un peu moins. Après, le gros des échanges aujourd'hui que je vais pouvoir faire dans mon activité de maîtrise d'œuvre en tant que tel, c'est vraiment sur de l'échange informel, on va dire, de maquettes. Et une bonne classification de base sans codification derrière peut suffire à faire 90% du boulot, je pense. Donc, mais par contre, oui, l'uniformat, ça arrive. D'accord, ok. Et tout ce qui est notion d'IFC Space, c'est d'IFC Zone via les objets natifs? Ouais, Archicad le gère très bien, hein, c'est l'outil zone. C'est ça. Après, pareil, on a différents types de classifications internes qui sont mappées après vers les classifications IFC. Donc oui, on a des outils qui peuvent le faire. Moi aujourd'hui, je fais des exports avec même que des IFC Space, que des zones, pour que le BE thermique puisse faire une partie de sa STD en récupérant ces modélisations-là. Donc concrètement, c'est des choses qui au quotidien qu'on utilise et qui fonctionnent très bien. Ok. Ça marche. Il y a Vincent qui nous posait une question, notamment, je crois qu'on y a répondu, notamment sur s'il demandait si on était obligé de modifier manuellement dans Archicad la classification d'une dalle pour la mettre en plafond. Oui, mais c'est un petit menu déroulant dans le dialogue de réglage de l'objet.
Et la plupart du temps, de toute façon, juste en passant sur la bonne classification Archicad, de base, à l'export, ça te donnera une bonne classification IFC. Le mappage qui existe de base entre les classifications est très, très pertinent. Donc, c'est 2 clics à faire. C'est vraiment ultra simple. Une question de Vincent, mais qui est assez longue. C'est d'y arriver. Je suis sur Revit, mais souvent des problèmes de récupération des maquettes IFC dans Archicad, notamment sur la présence des IFC Space, zone dans Archicad. L'export doit être correctement fait dans Archicad et il faut récupérer l'IFC dans Revit pour récupérer les zones Archicad en pièces Revit. On peut alors recréer des espaces et des zones dans Revit. Ouais. Alors, la particularité dans Archicad, en l'occurrence, c'est que de base, quand on affiche une 3D, la zone n'apparaît pas. Donc, si on génère son IFC depuis la fenêtre 3D et que les zones ne sont pas affichées, forcément, elles ne vont pas s'exporter. Donc, déjà, dans Archicad, il faut faire en sorte, via les filtres de vue, d'afficher les zones pour faire en sorte qu'elles passent à l'export. Et ensuite, dans les traducteurs qui permettent l'export IFC dans Archicad, il y a une petite case à cocher à un moment donné qui permet d'exporter justement ces zones en limite d'espace pour faire en sorte qu'elles soient intégrées dans les autres logiciels. Donc, il y a deux réglages à trouver, mais oui, c'est tout à fait possible, bien sûr. Oui. Après, dans Revit, c'est pareil, hein, c'est comme dans Archicad. Par défaut, si on exporte un IFC, en fait, s'il y a des objets masqués, je dirais, dans les réglages, il y a des cases à cocher pour dire exporter uniquement les objets visibles, exporter les pièces, etc. Donc, à partir du moment où on sait où aller pointer, je dirais, pour pouvoir répondre, pour pouvoir créer un bon export, derrière, après, c'est tout à fait faisable, quoi. Et typiquement là, ce que décrivait Vincent dans sa question, ça c'est des choses qu'on rencontre pendant l'atelier, où justement, tiens, je comprends pas, j'ai pas tes pièces. Ah ouais, mais attends, du coup, hop. Et là on explique en fait, on va dire, la méthode. Et puis après, les gens peuvent constater que effectivement, là maintenant avec ces réglages là, je récupère bien les infos que je voulais, c'est super, c'est cool. Voilà. Donc c'est typiquement un cas qu'on rencontre pendant ces 2 jours, quoi. Vous êtes prêts pour une autre belle question? Allez, vas-y. Ok. Petite question OpenBeam Revit Archicad. Pourquoi les DWG extraits de la maquette Archicad géoréférencés font un message d'erreur, ne partagent pas le même système de coordonnées que l'autre lorsqu'ils sont liés à l'emplacement partagé dans Revit, en plan par exemple, alors qu'ils se superposent parfaitement en X et Y? Je ne la répéterai pas. Il y a plusieurs sujets. Je pense que déjà, il faut bien distinguer aussi la différence entre un export géoréférencé en 3D et un géoréférencement issu d'un DWG. Dans Archicad, c'est 2 sujets qui peuvent se traiter de la même manière si tant est que tout soit paramétré comme il faut, mais c'est aussi 2 sujets qui peuvent se traiter différemment, entre autres avec le petit objet dont on parlait tout à l'heure, d'IFC Site. Donc, aussi, c'est de voir comment l'export il est fait. Est-ce qu'on exporte un fichier DWG depuis une mise en page ou depuis une vue de projet? Donc ça, déjà, ça va changer beaucoup de choses aussi sur la qualité du DWG et sur les informations qui vont y être associées derrière. Donc, la question est un petit peu vague. Je la perçois un peu parce que c'est des sujets qu'on retrouve. Mais il y a beaucoup de réponses à trouver. Je pense que déjà, la première réponse, c'est de dire ne pas exporter un DWG depuis une mise en page, mais bien depuis une vue. Et puis faire attention à la concordance entre l'origine projet et éventuellement le placement de cet objet IFC, voir ce que ça donne sur de l'export. Ouais, tout à fait. Mais si on est parti du DWG du géomètre, normalement, il y a peu de chances que ça ne fonctionne pas. Oui, tout à fait. La notion de géoréférencement, c'est très important. Est-ce que j'exporte une vue, est-ce que j'exporte une présentation ou une feuille? Parce qu'en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la vue est extraite du modèle. Donc, si le modèle est correctement géoréférencé, ma vue DWG sera correctement positionnée dans l'espace. Une feuille, c'est volant. Il n'y a pas réellement de géoréférencement. Donc, de la même façon que dans Archicad, dans Revit, alors il y a des plugins maintenant qui permettent de réintégrer cette notion dans les feuilles et machin, mais par défaut, c'est une feuille, quoi. Donc, la feuille, elle n'a pas vocation à être géoréférencée, quoi. Donc, peut-être que c'est une première piste, mais comme la question est vague, on peut aller dans plein d'explorations et explorer plein de pistes, mais très clairement, ça c'est quelque chose qu'on peut tout à fait traiter de manière extrêmement précise en webinaire, en atelier. Faut amener les fichiers. Et puis allez, on retrousse les manches, on répond à la question. Oui, c'est ça, c'est vrai qu'on l'a pas précisé, mais pendant l'atelier, vous avez des fichiers
existe, justement, sur lequel il y a des erreurs que vous avez rencontrées, je crois, vous, en préparant l'atelier, mais même professionnellement aussi. Et en effet, les stagiaires peuvent aussi apporter leur projet. Bien sûr, au contraire, et c'est conseillé, je crois. Oh bah ouais. Bah, au contraire, nous, on est demandeurs. Puis c'est le côté challenge aussi dont parlait Jonathan tout à l'heure. C'est ça. Ouais. C'est ça, au contraire, bien sûr. D'accord. Bon, top. OK pour les IFC, mais du coup, à quoi sert l'option d'enregistrement sous Revit depuis la 3D? Alors, c'est José Ruiz qui nous dit ça. Mais du coup, à quoi sert l'option d'enregistrement sous Revit depuis la 3D? Bon. Alors, je ne comprends pas la question. Si José peut éventuellement compléter. Ouais, on vous invite du coup à peut-être. Ou sinon à nous recontacter après, si jamais. Là, je vois pas trop la question. À préciser. Bon. Ah, il est en train de taper la question. Je crois qu'on est plutôt pas mal au niveau timing. Donc voilà, je vous remercie beaucoup d'être venu. Merci à vous. Avec plaisir. Donc voilà, en espérant que le webinaire vous a plu, voilà, qu'il y ait plus. Et puis qu'on puisse se retrouver physiquement, réellement dans une pièce à pouvoir discuter de ces échanges durant les 2 jours qu'on peut passer ensemble, quoi. C'est tout l'intérêt pour nous aussi. C'est de trouver des sujets. Exactement. Alors je crois que José a peut-être complété. Non, bon, tant pis. Ouais, donc du coup, par rapport à ce webinaire, avec Maël, on s'était posé la question, parce que c'est vrai que c'est quand même un élément important, peut-être par rapport à ce que vous attendiez de ce webinaire. Donc, on espère déjà avoir bien répondu à ces différentes thématiques, à vous avoir donné envie de venir nous rejoindre, qu'on travaille ensemble. On s'était posé la question, est-ce qu'on ouvre un outil et puis est-ce qu'on monte concrètement? Et on s'est dit, est-ce que ça va être simple, est-ce que ça va être facile, parce qu'il y a de l'Archicad, il y a du Revit, il y a des visionneuses, il va falloir switcher, etc. Donc on s'est dit, si on fait quelque chose de pas terrible, ça vaut pas le coup. Donc on a préféré vraiment concentrer sur des échanges, voilà, pour vous donner envie, pour vous expliquer l'état d'esprit, la philosophie de cet atelier. Et puis il y a rien de mieux que de venir vivre cet atelier. Donc n'hésitez surtout pas. C'est vraiment des moments sympas. Tout le monde sort enrichi de ces 2 journées-là. Et comme le disait Thibaut, en fait, c'est vrai que vous travaillez régulièrement avec des partenaires et des machins. Réfléchissez à monter, pourquoi pas, une session un peu extraordinaire. Et puis derrière, on lance le projet, quoi. Donc voilà. Donc un grand merci en tout cas à toute l'équipe. Puis vous voyez pas derrière, mais il y a au moins 100 techniciens là qui s'occupent de tout, la lumière et tout ça. Donc non, c'est vraiment super bon moment. Et puis au plaisir de vous rencontrer. C'est ça. Je vois que José a précisé sa question. Depuis Archicad, effectivement, on peut exporter sous Revit. Il y a des petits plugins qui existent, mais l'inconvénient des plugins, ils nous offrent un résultat qui est relativement convaincant la plupart du temps. L'inconvénient du plugin, finalement, c'est qu'on ne voit pas très bien ce qui se passe derrière. Nous, tout l'intérêt, c'est de décortiquer un petit peu les différentes phases. Effectivement, on peut le faire. Par contre, si demain, j'exporte depuis ma 3D dans Archicad sous Revit et que le Revitien récupère mon modèle et qu'il n'est pas exploitable, je vais avoir du mal à trouver le bon paramètre à régler. Donc, c'est vrai qu'on essaye de s'affranchir des plugins d'automatisation qui existent et qui font le boulot parfois. Mais on essaye d'aller un petit peu plus loin et de vraiment comprendre toute la mécanique, vraiment ouvrir le capot, mettre les mains dedans et puis faire en sorte que ça fonctionne. D'accord. Merci beaucoup, messieurs. Merci beaucoup, Jonathan, d'être venu. Merci à toi. Depuis ton fin fond de la Bretagne. Donc voilà, merci beaucoup, Maël. Avec grand plaisir. Merci à toi. Donc voilà, on espère que ce webinaire vous a plu. Donc c'était notre 3e webinaire Archicad. On risque de vous contacter dans les prochains jours pour avoir un petit peu vos feedbacks, savoir s'il y avait des choses que vous n'avez pas dit, que vous auriez aimé partager avec nous, notamment. On vous donne rendez-vous le 30 septembre pour l'inauguration de nos nouveaux bureaux parisiens, avec notamment 4 webinaires qui vont avoir lieu sur toute la journée, dès le matin avec Archicad, il va y avoir du SketchUp, il va y avoir 2 Vectorworks et il va y avoir un dernier webinaire en fin de journée pour vous assommer, présenté par ma part sur comment financer sa formation avec mon compte formation, tout un programme. Donc voilà, on vous remercie énormément de nous avoir suivis, et puis on vous dit au 30 septembre ou à très bientôt
avec Jonathan et Maël notamment. Merci beaucoup. Merci bien. Au revoir.